Bonjour, ici Rodolphe Simoneau et je vous souhaite la bienvenue dans ce module numéro 1 sur la standardisation. Alors, dans ce cours numéro 8, on va rentrer plus dans le détail. Dans le cours précédent, on avait donc vu les 4 étapes pour implanter avec succès le travail standard. Donc ici, on va traiter de l'étape numéro 1 qu'on a appelée l'observation active. Et on va définir un petit peu ce que l'on entend par observation active. Alors je vous préviens tout de suite, ça va être un cours un petit peu plus long que les autres parce que, tout simplement parce que l'observation active est à la base de nombreuses introductions de différents concepts du Lean, notamment, on va voir un peu plus dans ce même chapitre, mais dans un autre module, le SMED, ou le changement rapide de série, où l'observation active va être importante. Ça a été le cas aussi pour l'identification de la valeur ajoutée et de la non-valeur ajoutée et les 7 gaspillages. Donc, c'est un module assez fondateur par rapport à sa mise en œuvre pour implanter les différents outils du Lean. Donc, c'est pour ça que je vais vraiment y passer un peu plus de temps et aller vraiment dans le détail de ce que l'on entend par observation active. Donc plus spécifiquement, on va voir la définition, ce qu'on entend par observation active, une définition. On va apprendre un petit peu à bien observer. On parle de processus évidemment, et on va définir ce que c'est le temps minimum répétable, le TMR. Et finalement, quelles sont les règles d'or que l'on doit bien avoir en tête avant d'aller faire de l'observation active dans notre organisation. Alors si je reprends notre processus en 4 étapes, on est donc, comme on l'a dit tout à l'heure, à la première étape, donc l'observation active. Et donc l'activité principale, c'est évidemment d'aller observer l'exécution des procédures dans les différentes équipes de travail qui s'enchaînent pour exécuter un processus en particulier. Les livrables clés d'une observation active, ça va être ni plus ni moins qu'identifier les problèmes ou pour dire différemment, les opportunités d'amélioration et observer les bonnes pratiques qui vont nous servir de base à l'élaboration des standards de travail dans l'étape numéro 2. Alors je vous propose une petite définition de ce que j'entends par observation active. Donc l'observation active, c'est une démarche de recherche d'informations sur la réalité du déroulement des opérations. Donc elle se déroule sur les terrains et elle donne lieu à des éléments de synthèse factuelle ainsi qu'à l'identification de leviers d'amélioration. Alors on parle ici d'aller sur le terrain, observer entre guillemets, des vrais gens, des vrais processus avec des faits que l'on a observés et non pas l'extraction d'un Pareto, l'extraction d'un fichier Excel qui supposément est en mesure de nous donner la réalité du terrain. On est vraiment dans une optique de Genshi Genbutsu, donc aller sur le terrain pour se rendre compte par soi-même et observer factuellement, partager avec la personne que l'on observe ce que l'on a observé, de manière à ce que quand on va aller dans l'étape numéro 2, ce que l'on rapporte, ce sont des faits qui ont été observés et qui sont non discutables. J'insiste vraiment sur ce point fondamental parce que si vous allez directement à l'étape numéro 2, donc à l'élaboration des standards de travail, avec vos tableaux Excel, avec vos Pareto pour construire le travail standard, eh bien, sachez que vous allez aller au devant de discussions sur la validité du Pareto, sur la Pareto, sur la façon dont il a été construit, sur la façon dont ont été récoltées les données. Donc il y a nécessairement des biais qui sont induits par la collecte de données et c'est cela qu'on veut éviter, et pour l'éviter, on va faire ce qu'on appelle donc les observations actives qui sont sur le terrain en compagnie des gens qui réalisent les tâches, et on va faire des synthèses pour que les faits soient non discutables et rapidement appréhendables pour les différentes personnes qui vont participer à l'étape numéro 2. Donc le processus de réalisation d'une observation active, je l'ai décomposé en 7 étapes qui sont très intuitives finalement. C'est que tout d'abord, il va falloir choisir un processus à aller observer. Donc l'objectif, c'est d'aller observer ce qui est valeur ajoutée et non valeur ajoutée dans le processus choisi. Choisissez des processus sur lesquels vous savez, en tout cas au début en tout cas, que vous savez qu'il y a des gains importants à aller chercher. Commencez pas
par sélectionner un processus qui se produit une seule fois tous les 3 mois et commencer à travailler là-dessus, alors qu'on n'aura pas la possibilité d'une part de voir les gains et d'autre part de le voir régulièrement en action, en production et de voir l'amélioration qu'on a pu apporter. Donc choisissez un processus qui est révélateur de la charge de travail de votre organisation et qui se produit régulièrement pour que rapidement on puisse avoir d'une part des données d'observation et d'autre part, lorsque les standards seront en place, des données d'amélioration suite à la standardisation et sur lesquelles vous pressentez qu'il y a de nombreuses inefficacités qui sont résolvables via la standardisation. Donc ça c'est la première étape, le choix du processus. Ensuite, c'est avant même d'aller observer le processus, documentez-vous un petit peu sur le processus, qu'est-ce qui est attendu, quelles sont les différentes étapes, allez discuter avec les techniciens qui sont responsables de cette activité, avec les responsables de processus pour savoir qu'est-ce que vous allez devoir observer et les points critiques d'observation. Et donc, la troisième étape, une fois que vous allez être en observation, utilisez la feuille d'observation que l'on va voir un petit peu plus tard, de manière à avoir un support écrit pour réaliser la synthèse factuelle dont on parlait tout à l'heure. Quatrième étape, c'est l'observation en tant que telle. Donc, première observation juste pour avoir une idée de ce qui se passe et puis après on répète les observations, donc dépendamment de la longueur des processus, mais l'idée c'est pas de l'observer juste une fois, mais de l'observer sur un nombre suffisamment représentatif pour établir en tout cas une vision globale de ce qui se passe en production de manière sur une base mensuelle ou annuelle et de séparer ce qui est valeur ajoutée et non valeur ajoutée. Finalement, la cinquième étape, c'est de relever les différents temps, les temps de cycle sur les différentes activités que vous allez pouvoir observer et les attribuer à la valeur ajoutée et non valeur ajoutée et de bien préciser ce que vous comptabilisez dans le temps à valeur ajoutée. Et finalement, une fois que vous avez identifié la valeur ajoutée, vous avez aussi identifié ce qui est non valeur ajoutée et vous pouvez commencer à identifier les causes racines de en tout cas les causes premières, voire racines de cette non valeur ajoutée dans le processus ainsi observé. Donc les principaux outils que vous allez devoir utiliser pour réaliser une observation, ce qu'on appelle une observation active, c'est donc la feuille d'observation que l'on va voir un peu plus en détail. La description résumée du processus de manière à savoir ce que vous allez observer, le calcul des temps minimum répétables, on va le définir un peu plus loin, mais l'un des livrables de synthèse factuelle, ça va être le calcul des temps minimum répétables pour le ou les processus observés. Diagramme spaghetti, si c'est applicable, s'il y a beaucoup de déplacements et que vous pressentez beaucoup de gaspillage rattaché au déplacement, au mouvement de stop par exemple, donc n'hésitez pas à utiliser une feuille pour effectuer un diagramme spaghetti. Et le livrable ultime de l'observation active, ça va être le calcul de l'efficacité du processus observé dans lequel on va pouvoir voir ce qui est à valeur ajoutée et les différentes catégories d'activités à non valeur ajoutée et le gain potentiel que vous avez dans ce processus. Alors avant de commencer l'observation active, ce qu'il va aussi falloir déterminer, c'est est-ce que vous allez choisir d'observer l'opérateur ou est-ce que vous allez choisir d'observer la machine. Donc dépendamment encore une fois de l'industrie, du contexte, de ce que vous voulez obtenir en termes de gains, que ce soit productivité, sécurité ou ergonomie, vous allez sélectionner de choisir soit l'opérateur, soit la machine de manière à réaliser cette observation. Donc voici là un exemple d'une feuille d'observation active dans laquelle vous allez pouvoir identifier les temps des différentes observations, des différentes activités que vous allez observer. Vous allez pouvoir catégoriser les activités que vous observez dans différentes catégories que vous pouvez prédéfinir avant l'observation. Donc si c'est de la non-valeur ajoutée de mouvement, la non-valeur ajoutée de déplacement, donc vous pouvez avoir des acronymes pour vous aider dans la catégorisation, dans la colonne où vous mettez la catégorie de non-valeur ajoutée. Les temps, vous allez pouvoir identifier les temps, et ce qui est bien important, c'est bien d'identifier la date, l'heure, les personnes que vous observez ou l'équipe que vous observez, de manière à être vraiment factuel et de manière à ce que s'il y a une discussion autour des résultats de synthèse que vous allez remonter
aux personnes qui vont participer à l'élaboration du standard, eh bien, que vous ayez ces feuilles d'observation disponibles pour qu'ils puissent les consulter et que ça soit quelque chose qui ait bien eu lieu dans la vie de l'entreprise, avec une date, avec une heure, avec une personne. Donc c'est bien important d'avoir ces éléments factuels autour de l'observation. Nous allons définir ce que l'on appelle le temps minimum répétable, le TMR. Alors, le TMR, c'est vraiment une notion bien importante à laquelle je veux vous introduire parce qu'elle va aider votre organisation à aller bien au-delà de ce que vous pouvez, entre guillemets, espérer de vos processus. Alors, qu'est-ce que l'on entend par temps minimum répétable? Alors, dans temps minimum répétable, on entend tout d'abord temps minimum. Donc, l'idée, c'est que lors des observations que vous allez faire, donc vous allez faire plusieurs fois des observations sur un même processus. Donc, vous allez pouvoir multiplier le nombre d'observations pour une même activité et vous allez pouvoir identifier des temps minimums que des personnes ont exécutés, donc différentes personnes, différentes équipes, ont été en mesure de réaliser pour exécuter la même activité. Donc l'idée, ça va être d'aller chercher le temps minimum que telle personne ou telle autre équipe a été capable de réaliser pour exécuter cette activité. Mais au-delà de ce temps minimum, il va falloir qu'il soit répétable. Il ne faut pas nécessairement que ce soit une personne qui, une fois, a réalisé ce temps-là et puis plus jamais personne n'a été en mesure de le faire. Peut-être que ça a été réalisé de manière ni fait ni à faire, avec de la non-qualité qui a suivi, ce genre de choses. Mais en tout cas, si ce temps minimum s'est répété, ou en tout cas proche d'avoir été répété plusieurs fois, eh c'est ce que l'on va qualifier de temps minimum répétable. Et quand on va utiliser ce temps minimum répétable dans notre standard, donc on va définir que dans le standard, cette activité, ce processus doit être réalisé en 32 secondes parce que l'on a identifié ce temps-là en temps minimum répétable, eh on va aller bien au-delà finalement de la moyenne observée. Donc si vous prenez toutes vos observations et tous les temps de vos observations, vous avez peut-être une moyenne à 45 secondes et vous allez utiliser un temps minimum répétable à bien en dessous de 45 secondes qui va faire progresser votre organisation vers une vision de temps minimum répétable. Alors je comprends qu'il peut y avoir beaucoup de discussions sur l'utilisation du temps minimum répétable. On va pouvoir dire oui, mais ce jour-là, les équipements étaient particulièrement fiables, ou ce jour-là, la matière première était particulièrement bonne et puis ça marchait très très bien, ou les clients étaient beaucoup plus faciles à convaincre pour vendre sur des processus par exemple administratifs. Donc effectivement, il y aura toujours beaucoup de bonnes raisons pour justifier que ce temps minimum répétable n'est pas atteignable lorsque l'on va écrire le standard, mais comprenez simplement que si on l'a réalisé une fois, ou en tout cas une fois et plusieurs fois proche du temps minimum répétable, on est capable de reproduire les conditions pour réexécuter de manière systématique ce temps minimum répétable. Et finalement, lorsque vous allez établir le standard avec un temps minimum répétable par exemple à 36 secondes, si lorsque vous allez auditer vos standards et que les personnes font 42, 38, 49, eh bien, la discussion va s'articuler autour de cet écart entre 36 secondes et 39 secondes ou 42 secondes, et on va vous apporter les raisons pour lesquelles on n'est pas capable d'exécuter le 36 secondes, et on rentre vraiment dans cette démarche de résolution de problèmes, d'identification de problèmes et de résolution de problèmes, donc mettre l'auditeur, le manager, le superviseur dans des conditions où il a quelque chose à apporter au processus pour l'améliorer. Est-ce que la manière première, lorsque l'on a fait l'observation, était particulièrement bonne? Comment avoir systématiquement cette qualité de matière première? Si l'équipement était particulièrement fiable lors de l'observation du TMR, comment reproduire ces conditions de fiabilité d'équipement? Et ce n'est pas nécessairement le doigt à pointer sur l'opérateur qui ne réalise pas le 36 secondes qui est la valeur cible du temps minimum répétable dans le standard. Donc faire bien attention, si vous utilisez ce temps minimum répétable, vous allez pouvoir faire progresser rapidement votre organisation par cette démarche de résolution de problèmes, mais en même temps, eh bien, attention à la communication autour de ça, parce que ça peut être quelque chose de démotivant si on est là pour taper sur les doigts des gens qui ne réalisent pas le TMR de manière systématique. Juste pour vous exercer rapidement, voici une séquence de temps qui ont été observés lors de plusieurs observations actives sur un même processus. Donc je vous laisse le soin de choisir le temps minimum répétable dans ce premier exemple. Et donc
Eh ben, on voit que quelqu'un a déjà réalisé 37 secondes, pourtant il est la seule personne à avoir exécuté la tâche en 37 secondes. Ça n'a pas été répété, même si c'est le temps minimum. En revanche, par exemple 41 secondes, il y a 2 personnes qui ont réalisé 41 secondes, et donc c'est qu'il y a certainement une capacité du processus à être exécuté en 41 secondes. Et après, à l'utilisateur, à la personne qui va construire le standard, à reproduire les conditions dans lesquelles ces 41 secondes ont été exécutées. Pareil pour l'exemple numéro 2, donc pareil, une séquence de chiffres. On voit qu'il y a un 36 secondes qui a été exécuté, un 38 secondes, un 37 secondes, même si ça ne se répète pas, on voit qu'on oscille très proche de la valeur de 37 secondes de manière consistante, donc répétée, et donc c'est ce temps minimum que l'on prendra, donc 37 secondes pour ce second exemple. Donc effectivement, ce n'est pas un calcul de moyenne purement arithmétique, on est vraiment dans l'interprétation des chiffres, mais on a la capacité, si vous faites la moyenne, si vous prenez la moyenne versus le TMR de ces 2 séquences de chiffres, vous voyez qu'en utilisant le TMR, vous allez pousser votre organisation à identifier les problèmes et résoudre les problèmes, et donc à la faire progresser beaucoup plus rapidement que si vous utilisez une vulgaire, entre guillemets, une vulgaire moyenne, sur laquelle tout le monde va se focaliser et qui finalement ne fera pas progresser aussi bien votre organisation. Vous allez niveler par le bas, entre guillemets, vous allez prendre les moins bons pour les amener à la moyenne, mais les meilleurs, vous n'allez pas les tirer vers le haut. Alors que dans le TMR, ce sont les meilleurs qui tirent le reste de l'organisation par le haut en mettant en place des standards très élevés et des bonnes pratiques à partager pour exécuter ces standards élevés. Alors revenons à ce que vous allez observer lors de l'observation active et les points d'attention de vos observations. Donc le but, c'est effectivement d'observer la non-valeur ajoutée, donc tout ce qui est la marche, aller chercher quelque chose au-dessus d'un meuble, aller chercher derrière quelque chose, changer de main d'outil, croiser les mains, générer un défaut, travailler à plusieurs sur la même activité, se déplacer. Différents types de postures que vous devez, je pense notamment aux postures qui sont en tout cas potentiellement peuvent nous blesser quand on porte quelque chose ou ce genre de choses. Donc identifier ce genre de non-valeur ajoutée ou ce genre de problème d'ergonomie ou de problème de sécurité de manière à les identifier lors de l'observation active pour que lorsque dans l'étape numéro 2, l'élaboration du standard, vous puissiez les rendre de manière factuelle et pouvoir trouver des solutions pour les rendre plus efficaces, plus sécuritaires, plus ergonomiques. Donc on en a parlé au cours de modules précédents du diagramme spaghetti. Donc dépendamment des processus observés, si vous savez qu'il y a beaucoup de déplacements liés au processus, n'hésitez pas à dessiner les diagrammes spaghetti. Et il y a des exemples ici, avant et après optimisation du déplacement que vous pouvez optimiser en utilisant ce genre de diagramme, le avant et le après optimisation. Donc c'est un excellent outil pour les gaspillages de déplacement et de déplacement de stock aussi autour du processus observé. Donc la finalité de l'observation active, c'est ce genre de diagramme. C'est sur une base 100 par exemple, ou sur le nombre de minutes que vous avez observé le processus, c'est d'identifier le pourcentage de ce qui est de la valeur ajoutée et le pourcentage de ce qui est de la non-valeur ajoutée, de manière à ce que l'on puisse discuter de cette non-valeur ajoutée et de voir comment on est capable de la réduire, voire de l'éliminer, ou en tout cas de l'optimiser, de manière à ce que le contenu du processus, le contenu des différentes activités puisse être mis à plat sur la table et optimisé lors de l'étape numéro 2, lorsque l'on va établir le standard de travail de manière à optimiser tous ces temps qu'on en a observés lors de l'observation active. Assurez-vous d'avoir une bonne description de ce que vous entendez comme valeur ajoutée. Les personnes qui vont réaliser les observations, qu'elles s'assurent bien de définir ce qu'elles entendent par valeur ajoutée et qu'elles définissent clairement les différentes étapes qu'elles sous-entendent dans le pourcentage ou les minutes à valeur ajoutée du processus ainsi observé. De même que pour les activités à non-valeur ajoutée, qu'elles soient suffisamment décrites pour que lorsque l'on va essayer d'optimiser les choses, on puisse
clairement comprendre de quoi il s'agit et de manière à pouvoir discuter d'opportunités d'amélioration autour de ces descriptions. Alors c'est vrai que l'observation active, c'est un exercice assez difficile. En revanche, ce qu'il y a de facile, c'est le matériel nécessaire pour aller observer. Un bloc-notes, un crayon, en tout cas un bloc-notes ou en tout cas les feuilles d'observation qu'on en a vues, un chronomètre, en tout cas une montre, dépendamment des processus, s'ils sont très courts, un chronomètre va être nécessaire, et éventuellement caméra ou appareil photo pour être plus visuel lorsque l'on va aller dans l'étape numéro 2 et de manière à représenter visuellement ce qui a été observé. Attention en revanche, lorsque vous utilisez des caméras pour filmer les personnes ou prendre en photo les personnes, de vous assurer de bien communiquer avec elles sur l'objectif, pas l'objectif, mais le but de réaliser ces photos ou ces séquences vidéo, de manière à ce que ça soit utilisé à bon escient et bien perçu par la personne qui est ainsi filmée ou prise en photo. Alors quelques règles d'or autour de l'observation active. On vient juste de le dire, c'est qu'il faut bien s'informer sur la perception du chronométrage, de la prise de photos ou des films dans l'entreprise, dans l'organisation dans laquelle vous allez observer les processus. Si c'est quelque chose qui est bien perçu ou si quelque chose qui est mal perçu, bien expliquer pourquoi vous le faites, pourquoi vous avez l'intention de le faire et est-ce que vous pouvez réellement le faire. Prenez le temps de suivre le processus du début à la fin. On appelle ça les effets de bord. Avant de commencer le processus et après avoir fini le processus, il y a souvent des choses qui se passent qui, bien souvent, sont de la non-valeur ajoutée. Et les interposts, ce genre de choses. Donc, beaucoup de non-valeur ajoutée qui peut ne pas faire partie de l'observation et pourtant il y a des gains sensibles à aller chercher à ce niveau. Donc laissez l'opérateur naturel, vous n'avez pas à intervenir dans son travail, à lui poser des questions pendant qu'il est en train de réaliser l'observation. Vous perturbez l'observation et ça donne un biais. Donc vous devez laisser la personne naturellement exécuter le travail de manière à ce que l'observation puisse être utilisée de manière factuelle et de manière objective par le reste du groupe qui va travailler sur le standard. N'oubliez pas de rester très factuel et en même temps critique par rapport à ce que vous mesurez, par rapport à ce que vous observez, mais l'élément fondateur de la crédibilité de ces observations, c'est le fait que c'est factuel, que c'est observé, donc restez bien factuel. Aussi, une fois que vous êtes fini l'observation, n'oubliez pas d'aller débriefer avec l'opérateur. Il n'y a rien de plus mal perçu que quelqu'un qui vient observer quelqu'un et qui repart sans lui dire pourquoi il a été observé et le but de l'observation. Donc avant l'observation, dites-lui le but de l'observation et après l'observation, allez débriefer avec lui et vous allez pouvoir à ce moment-là échanger sur les différentes difficultés qu'il aurait pu avoir pendant l'observation et qui vous donne des pistes d'amélioration par rapport à la non-valeur ajoutée que vous avez pu observer. Donc toujours dans cette démarche, dans cet état d'esprit de résolution de problèmes. Alors ce qu'il ne faut effectivement surtout pas faire, c'est, donc on l'a dit, interagir pendant l'observation avec l'opérateur, ça va biaiser l'observation. Essayez de justifier les dysfonctionnements que vous observez et finalement ne pas les prendre en compte. C'est vraiment le but de l'observation, c'est de montrer qu'il y a des dysfonctionnements et non pas de les expliquer, en tout cas maintenant. Cherchez à confirmer un a priori, vous pensez que c'est un processus qui est totalement inefficace, alors ne cherchez pas lors de l'observation active à le rendre plus inefficace qu'il ne l'est, ou s'il n'est pas si inefficace que ça, à le rendre inefficace parce que vous avez cette version-là. Et ne cherchez pas de coupable, on n'est pas là pour chercher qui ne fait pas bien son travail, on est là pour observer des faits et viendra le temps d'identifier les causes racines des différents problèmes observés. Et n'oubliez pas, comme je le disais, de débriefer à chaud avec l'opérateur, d'aller le voir une fois que vous avez fini l'observation, d'aller le voir pour lui dire ce que vous avez vu, ce que vous avez retenu et de lui demander son point de vue et collecter les différentes frustrations, en tout cas problèmes, justifications de problèmes qui peut vous remonter à ce moment-là. Donc voilà, ça conclut ce module un petit peu, ce cours en fait sur l'observation active, un petit peu plus long. Je voulais vraiment passer du temps parce que c'est un point fondamental et fondateur pour la crédibilité du reste de la démarche d'implantation des autres outils. Donc je reprends les points clés, c'est vraiment
Avant de commencer une observation, de repérer bien les séquences de travail, d'être bien familier avec ce que vous allez observer. En fonction de ce que vous recherchez, bien déterminer ce que vous allez suivre. Est-ce que c'est l'opérateur ou est-ce que c'est la machine que vous allez observer? Avoir en tête ce qu'est le temps minimum répétable et les consigner dans votre feuille d'observation de manière à pouvoir définir les temps minimum répétables pour chacune des activités que vous avez observées. Et finalement, que l'observation, ce n'est pas fait pour porter un jugement de valeur sur les personnes, mais c'est vraiment ici pour identifier des problèmes, identifier des gaspillages, de la non-valeur ajoutée, de manière à avoir de bonnes bases pour améliorer le processus et avoir des bons standards de production, des bons standards de travail pour votre organisation.